physique universelle à Genève. Le ministère de la Santé annonce le bilan du Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 20 janvier 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi portant statut des personnels de la sécurité civile. Ce projet de loi met en place un cadre statutaire harmonieux pour la gestion de ces personnels adaptés aux missions qui leur sont confiées en symbiose et par comparaison avec leurs homologues de la sous-région. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre hospitalier de Cheikh. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale de distribution du poisson. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du groupe polytechnique. Le présent projet de décret est relatif à la création d'une structure d'enseignement supérieur pluridisciplinaire qui regroupe un ensemble d'établissements de formation relevant de l'enseignement supérieur dénommé groupe polytechnique et désigné ci-après le groupe. Le groupe est placé sous la co-tutelle du ministère de la Défense et du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il est doté de la personnalité morale, de l'autonomie administrative, financière, pédagogique et scientifique dans le cadre de ses missions. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit les départements concernés à l'effet de procéder à l'étude et au suivi du phénomène d'augmentation des prix des produits de première nécessité et de proposer des solutions idoines dans les meilleurs délais. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Développement rural a présenté une communication relative à la redynamisation de l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaïdi. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, cabinet du ministre, conseiller chargé de la communication, Cheikh Ahmed Yahya Lewa, consultant. Ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, cabinet du ministre, chargé de mission, Oumoudiang Boubou Farba, gestionnaire en ressources humaines, consultante. Lalevat Mamet El-Arbi, enseignante, précédemment directrice de la famille. Conseiller. Conseillère technique protection sociale, Hajamet Mohamed Mahmoud Boukhari, PhD. Conseiller technique personnes handicapées, Ahmed Mohamed Jailani, titulaire d'une maîtrise en droit public, inspecteur du travail. Conseiller technique chargé de la famille et de la promotion féminine, Mohamed Sid Ahmed Bedde, ingénieur, précédemment directeur enfance. Conseillère technique enfance, Zahra Issa Koulibaly, titulaire d'une licence administrative, précédemment au Conseil régional du Guidimara. Conseiller technique autonomisation des groupes vulnérables, Yacoub El-Habib, professeur, conseillère technique communication, Aminatou Bilal, titulaire d'une maîtrise en géologie, précédemment au même poste. Inspection interne, inspecteur général, Mohamed Vadel Mohamed Lamine, administrateur civil, précédemment au même poste. Inspectrice action sociale, Fatimatou Mohamed Zain, titulaire d'une maîtrise en géologie, précédemment au même poste. Inspectrice personnes handicapées, Zainamet Mohamed Lamine, enseignante, précédemment directrice CPISE. Inspecteur enfance, Mohamed Abdallahi Telmoudi, pédiatre, précédemment conseiller genre. Inspectrice famille, promotion féminine et genre, Ruqayya Li, enseignante, précédemment au même poste. Inspectrice autonomisation des groupes vulnérables, Zainabou Moussa, titulaire d'une maîtrise en droit, précédemment directrice adjointe DPFG. Administration centrale, direction des études de la coopération et du suivi. Directeur, Salk Gerb, statisticien, précédemment au même poste. Directeur adjoint, Mohamed El Hassan Ould Sejad, titulaire d'une maîtrise en droit, précédemment chef service coopération.
Direction des affaires financières. Directeur, Mohamed Lamine Mounir, enseignant, précédemment au même poste. Directrice adjointe, Moulhind Mintiamar, professeur des collèges, précédemment au même poste. Direction informatique. Directeur adjoint, Jiyidul Mohamed Lamine, titulaire d'une maîtrise en économie, précédemment chef service informatique. Direction des ressources humaines. Directrice adjointe, Alia Sidi Yaraf, enseignante, précédemment chef de service à la DRH. Direction de la protection sociale et de la solidarité nationale, directeur, Abdallahi Valli, docteur santé publique, précédemment au même poste. Directeur adjoint, Mamin Taqiyullah, titulaire d'un master en psychologie, précédemment directeur adjoint CPISE. Direction des personnes en situation de handicap. Directeur, Aliyun Haïdara Ishaq, assistant social, précédemment au même poste. Directeur adjoint, Shrif Mohamed Mahmoud, titulaire d'une maîtrise en droit, précédemment chef de service, carte handicapée, Mazef. Direction de la famille, de la promotion féminine et du genre. Directrice, Lebnaïk Mendsoula, enseignante, précédemment directrice adjointe de la famille Mazef. Directrice adjointe, Aïcha Toumensidi, travailleuse sociale, précédemment chef service autonomisation femmes, Mazef. Direction de l'enfance, directeur Mohamed Suleiman, travailleur social, précédemment directeur adjoint de l'enfance. Directrice adjointe, Batimetou Kaber, enseignante, précédemment directrice adjointe de ECS. Établissement public. Centre de protection et d'intégration sociale des enfants, CPISE, directrice Mariam Mentbaba, professeur des collèges, précédemment coordinatrice Trarza Mazef. Directeur adjoint, Al-Hassan Bayo, titulaire d'une licence en travail social, précédemment directeur centre CPISE d'Arnaïm. Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap, directeur Abdallah Diakité, titulaire d'une maîtrise en droit, précédemment conseiller juridique Mazef. Directrice adjointe Toutoum Mahfoul, enseignante, précédemment au même poste. Centre de formation pour la promotion féminine, directrice Siyida Gerb, enseignante, précédemment au même poste. École nationale de l'action sociale, directeur Mohamed Lamine Hassan, professeur de géographie, précédemment au même poste. Directrice adjointe Barkamet Abdeljalil, enseignante, précédemment directrice adjointe, direction de la protection sociale et de la solidarité nationale. Lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidoul Selm, et ses homologues de l'intérieur de la décentralisation, M. Mohamed Selm Merzoug, et du développement rural, M. Dioul Zeyn, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Hassan Al-Boukhras, a présenté hier plutôt au Palais des Nations Unies à Genève, en Suisse, le rapport national de notre pays dans le cadre du 3e round de l'examen périodique universel devant le groupe de travail sur le PU et les États membres du Conseil des droits de l'homme. Bokar Baylaba. Le rapport national traite des réalisations de notre pays concernant la mise en œuvre des recommandations issues du second round en 2015 et des progrès réalisés dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme, ainsi que des questions soulevées par les mécanismes et celles soulevées au préalable par les États membres. Les droits de l'homme, leur promotion est faite à travers un ensemble de mécanismes auxquels la Mauritanie a souscrit. Bien évidemment, nous avons nos politiques qui ont été mises en place, des plans d'action, et nous sommes en train d'innover pour tenir compte de la particularité de la Mauritanie en matière de sensibilisation et de communication autour de la problématique des droits de l'homme. C'est pour cela que nous avons innové en essayant de traduire toutes les conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit sous forme de films documentaires en langue nationale, parce que nous avons constaté que beaucoup de gens font un dépassement des droits d'homme sans qu'ils s'en rendent compte. Et nous avons compris que c'est un problème éducatif. Nous avons également œuvré à ce que la culture des droits de l'homme soit enseignée dès le début de l'école fondamentale.
Et nous sommes en train, dans le cadre de la réforme du système éducatif mauritanien, introduire un module sur les droits de l'homme pour que le peuple mauritanien évolue et grandit avec la culture des droits de l'homme. Pour ce qui est de la mise en œuvre du plan des recommandations que nous allons recevoir, comme je vous ai dit tantôt, nous avons déjà un plan d'action de lutte contre la traite des personnes qui est déjà très en avance. Nous allons bien sûr l'actualiser en tenant compte des recommandations qui auront été acceptées par notre pays. Et comme j'ai dit en conclusion, que nous souhaiterons un appui et surtout un accompagnement de tous les partenaires pour que nous puissions mettre en œuvre nos recommandations. Au terme de l'examen, les pays participants ont félicité le gouvernement mauritanien pour les progrès réalisés qui reflètent l'ampleur des efforts déployés depuis 2019, ainsi que pour la qualité de la présentation du rapport national et les réponses apportées lors du dialogue interactif avec la communauté internationale. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a, au nom du gouvernement, adressé ses félicitations au président du groupe de travail et aux membres de la Troïka, la Chine, le Royaume-Uni et la Libye, et aux pays et organisations participants pour leurs interventions, questions et recommandations, les assurant que leurs points de vue seront pris en considération. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a lancé aujourd'hui à Nouakchott une opération de distribution d'importantes aides sociales au profit des étudiants issus des milieux vulnérables dans les 3 wilayas de Nouakchott. Compte rendu d'Aminat Tourlil. Dans le but d'encourager les étudiantes issues des milieux défavorisés et de les encourager à poursuivre leurs études, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a lancé aujourd'hui à Nouakchott une opération d'aide financière à un nombre considérable de filles étudiantes venues des 3 wilayas de Nouakchott et ayant différents niveaux d'instruction. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a affirmé lors de son mot pour l'occasion que le ministère a décidé de prendre plusieurs mesures d'accompagnement pour cette deuxième vague de Covid-19. Ces mesures se manifestent essentiellement à travers des aides sous forme de liquidité au profit des patients atteints d'insuffisance rénale et l'encouragement de 250 étudiantes ayant différents niveaux d'instruction et venues des 3 wilayas de Nouakchott. Mohamed Ahmedoul Sidi Yahya a ajouté que ces mesures, outre leur dimension de sensibilisation, viennent alléger les conséquences économiques de la pandémie, surtout pour les couches les plus démunies. Elles visent également à encourager les étudiantes à poursuivre leur scolarité, qui constitue un moyen leur permettant dans le futur d'améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Ces aides octroyées en liquidité permettront aux filles étudiantes l'achat de leurs fournitures scolaires et par conséquent la poursuite de leurs études respectives. Nous allons maintenant suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé portant sur le dernier bilan de la pandémie du Covid-19. Chers citoyens, la situation épidémiologique des dernières 24 heures de la Covid-19 dans notre pays se caractérise par la notification de 65 nouveaux cas, dont 4 cas contacts et 61 communautaires. On a enregistré également la guérison de 100 personnes qui étaient atteintes par cette maladie et on déplore le décès de deux malades. Yarhamoumullah. Ainsi, le total de cas enregistrés depuis le début de la pandémie a atteint 16 212, dont 185 cas importés. Le nombre de guérisons a atteint 14 829 et les décès 407. Les cas actifs ce jour sont au nombre de 976, dont 899 sans signe, 48 avec des signes légers et 29 en situation critique. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a: à Amourj 2 cas, Basknou 1 cas, à Djigeni 2, à Timbedra, Ayon Latrous et Tamchaket 1 cas, Kankosa 2 cas, Kifa 3, Bogué 1 cas, Boutilimit 7, Rkiz 2, Oujeft 2 cas, à Nouadhibou 1 cas, Zoueret 1 cas, Oksar 1 cas, 29 cas à Tevraghzen, 1 à Dar Naïm et à Tiarit, 2 à Toujounine, 3 à Arafat et 1 cas à Riyad. Le nombre de tests effectués au cours des dernières 24 heures était de 1339, dont 1238 de diagnostics, répartis entre 858 tests rapides et 380 tests de PCR. La répartition par région est la suivante: 74 au Hod Sharqi, 10 au Hod Larbi, 119 à Nasaba, 30 au Gorgol, 73 au Brakna, 44 au Traza,
19 à Nadra, 58 à Nouadhibou, 18 au Tagan, 48 au Guidimaka, 7 à Tirizamour, 66 à Nishiri, 582 à Nouakchott-Ouest, 65 au nord et 126 au sud. Le total de tests effectués depuis le début de la pandémie est de 177 612, dont 151 786 de tests de diagnostic, répartis entre 118 118 tests rapides et 33 669 tests de PCR. Les travaux d'un atelier de formation au profit des clubs et des écoles affiliées à la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences ont démarré aujourd'hui dans les locaux de l'Institut pédagogique national IPN sous le thème « Promotion de la culture pour lutter contre l'extrémisme chez les jeunes ». Malika Naqli. Promotion de la culture pour lutter contre l'extrémisme chez les jeunes. Tel est le thème de cet atelier de formation au profit des clubs et des écoles affiliées à la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences qui s'est tenu dans les locaux de l'Institut pédagogique national. À l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, M. Mohamedoul Sidi Abdallah, a indiqué que le phénomène de l'extrémisme est l'un des obstacles majeurs sur la voie du développement dans toutes ses formes dans tous les pays et constitue un défi auquel le monde entier est confronté. Il a ajouté que les études prospectives cherchent à lui faire face avec des stratégies qui font de la promotion de la paix et de la diffusion de la culture de celle-ci le moyen d'acculer l'extrémisme et de défaire les idéologies qui y mènent. M. Mohamedoul Sidi Abdallah a exprimé l'espoir de voir cet atelier contribuer à l'échange d'expériences et à l'enrichissement des données sur la lutte contre l'extrémisme au nom de la solidarité sociale et de la coexistence pacifique, en créant un modèle idéal de diversité culturelle qui doterait les participants de l'atelier de compétences permettant de contrer l'extrémisme et tous les dérapages idéologiques. Le secrétaire général a remercié l'UNESCO pour l'étroite coopération et le rôle qu'elle joue dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science dans notre pays, qui font l'objet d'une grande attention dans les plans d'action du gouvernement. Au cours de cette première journée de formation, les participants ont notamment suivi un exposé sur les objectifs de cet atelier, œuvrant à lutter contre l'extrémisme et tous les dérapages idéologiques. Les organisateurs de l'atelier attendent de celui-ci qu'il contribue à l'échange d'informations et d'expertise dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme et qu'il diffuse une culture de la paix et de la cohésion sociale. Les travaux de l'atelier de restitution des services du projet d'appui à la gestion durable de l'eau, des ressources naturelles à travers la valorisation des données et technologies d'observation de la Terre ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. L'atelier est organisé par l'Université de Nouakchott Al-Asriya en collaboration avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Bokar Bailaba. L'objectif global du projet est de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles en améliorant le processus de prise de décision par la mise à disposition d'informations supplémentaires pertinentes à travers la technologie de la télédétection. Et à l'ouverture des travaux de l'atelier, le vice-président de l'Université de Nouakchott Al-Asriya, Mohamed Vadel Ouldeida, a souligné l'importance de l'utilisation des outils technologiques comme les plateformes numériques afin d'apporter de manière durable des services fiables et en temps opportun concernant les questions environnementales pour répondre aux besoins des utilisateurs. Autre intervention, c'est celle faite par la représentante de l'Observatoire du Sahara et du Sahel en Mauritanie, Houda Mintbeba, qui a mis en exergue l'importance de la prise de décision dans la mise en œuvre des politiques de planification, des usages et d'opportunités d'aménagement futur relatifs à l'eau et aux ressources naturelles, en favorisant l'accès et l'exploitation pertinente des données numériques. Au terme des allocutions, des exposés ont été présentés par des experts sur l'importance du renforcement des infrastructures d'accès aux données et à l'information, ainsi que le développement et l'extension des applications opérationnelles appuyant le service de gestion des ressources naturelles. Un feu de brousse s'est déclaré samedi dernier au Dhar, dans la Muqata'a de Basseknou, ravageant le couvert végétal sur plus de 50 km. Des équipes mobiles de protection de l'environnement et de la wilaya du Hawda Sharqi, appuyées par une brigade de la gendarmerie nationale, ont réussi à maîtriser les flammes malgré les vents violents. Mohamed Khattab.
Voilà ce que les feux de brousse ont laissé après avoir ravagé ce pâturage de Dhar dans la Muqata'a de Basknou, 6 au Hod Sharqi. Environ 40 km de couvert végétal emportés par les feux de brousse qui n'ont fort heureusement pas causé de victimes corporelles ou matérielles. Le wali du Hod Sharqi, Cheikh Abdallah Oulewa, est venu s'enquérir de la situation en compagnie des autorités sécuritaires des élus locaux, s'informant sur les conditions de maîtrise de ces feux de brousse. Selon le délégué régional de l'environnement, cet incendie s'est déclaré le 16 janvier dans un lieu isolé où il n'y a pas beaucoup de campements. Le Hakem et des équipes de la protection de l'environnement sont rapidement venus sur les lieux, mais ils ont coïncidé avec un vent fort qui soufflait à plus de 140 km par heure, qui a retardé la maîtrise du feu. L'espace ravagé est estimé à 50 km sur 40. Fort heureusement, il n'y a pas eu de dégâts humains, ni parmi les cheptels. Les équipes de la protection de l'environnement, appuyées par des éléments de la gendarmerie, sont venues à bout des flammes, malgré un vent soufflant très fort qui a fait se propager l'incendie sur une grande étendue boisée. Quoi qu'il en soit, la lutte contre les feux de brousse est devenue une priorité et la protection de l'environnement se doit d'être mieux équipée pour prévenir et combattre plus efficacement les feux de brousse. La direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement original dans la capitale économique Nouadhibou a exhorté les imams, les professeurs et les étudiants de Mahadra à respecter les mesures préventives pour empêcher la propagation de la pandémie du Covid-19. Al-Hajj Abdallah Eddine. À Nouadhibou, les Mahadras, connus pour la diffusion et la vulgarisation du savoir religieux, suivent scrupuleusement les mesures préventives édictées par le gouvernement pour prémunir leurs élèves de la seconde vague du Covid-19. Le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains avec le savon sont les actions clés effectuées dans ce lieu d'enseignement religieux. Les élèves de ces madras s'accordent sur l'importance de ces mesures préventives. Les responsables de ces lieux d'enseignement œuvrent à l'observation stricte des mesures de précaution pour protéger leurs élèves. Ils déclarent qu'ils imposent à leurs élèves de porter le masque, de respecter la distanciation physique, de ne pas se serrer les mains, de ne pas s'échanger le matériel scolaire. Ils estiment que l'observation des mesures préventives est la seule méthode permettant de poursuivre les cours en ces temps de pandémie. Ces écoles coraniques ont été l'objet des campagnes de sensibilisation initiées par le secteur de tutelle sur la gravité de la pandémie et les moyens de prévention contre cette dernière. Ces campagnes, comme indiquent ces responsables appartenant au secteur des affaires islamiques, ont ciblé les imams, les mosquées, les fidèles et les élèves des Mahadra en vue d'endiguer la pandémie. En dépit de la persistance de la pandémie, les cours d'enseignement religieux se poursuivent en tenant compte des mesures de précaution. Une observation de ces précautions pourrait limiter la circulation du virus meurtrier dans cette ville côtière. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres est réuni au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence du président de la République. Notre pays présente un rapport détaillé sur les réalisations accomplies dans le cadre du 3e cycle de l'examen périodique universel à Genève. Le ministère de la Santé annonce le bilan du Covid-19 au cours des dernières 24 heures. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritania.